Europe 1. Stéphanie Demuru et vous. La tension monte entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou. Dans une lettre cinglante, le Premier ministre israélien accuse le président français de nourrir la haine contre les Juifs. Pour en parler, Stéphanie Demuru, vous êtes toujours avec Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe IFOP. Absolument, et nous sommes aussi avec Aurélie Assouline, adjointe à la mairie du 17e arrondissement de Paris, présidente du collectif du 7 octobre. Bonjour Aurélie Assouline. Bonjour, c'est la mairie du 17e, pardon. Oui, c'est... Oui. J'ai entendu 10e, pardon. Non, j'ai bien dit 17e. J'ai bien dit 17e, a priori. Emmanuel Macron, donc, qui a été piqué au vif par cette lettre de Benyamin Netanyahou qui répond immédiatement. La réponse n'a pas tardé. Une lettre de l'Élysée qui qualifie les propos d'abjects et d'erronés. Quel est votre regard en tant que présidente du collectif du 7 octobre sur cette passe d'armes et il faut bien le dire, ce bras de fer et cette tension qui monte entre la France et Israël? Je pense que M. Macron est piqué au vif par la réalité. C'est quand même lunaire que ce soit le Premier ministre d'un autre État, de l'État juif, qui défende les Juifs de France. Il ne l'a pas fait pour d'autres pays. C'est un vrai sujet. La situation des Français juifs est un vrai sujet qui inquiète beaucoup en Israël, qui inquiète beaucoup les Israéliens. On en parle beaucoup. J'y suis en ce moment. Et c'est un vrai sujet. Quand je dis que je suis française, on me pose beaucoup de questions. Ils sont très inquiets pour nous. Ils ne comprennent pas les réactions de M. Macron. Monsieur Netanyahou a complètement raison. Oui, Monsieur Macron a joué volontairement ou pas, en conscience ou pas, à faire monter l'antisémitisme en France. De quelle manière, Aurélie Assouline? Alors, j'espère qu'on vous entend bien. On va me le dire en régie si c'est nécessaire qu'on vous rappelle. Mais de quelle manière, pour vous, concrètement, Emmanuel Macron aurait-il fait monter l'antisémitisme? Là, clairement, Benyamin Netanyahou explique et vise l'intention d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine dès septembre. C'est ça, vous aussi, qui pour vous, a nourri ce sentiment? Déjà, il faut rappeler le contexte. C'est le Hamas qui a déclaré cette guerre. Il y a une sorte de réticence à cette guerre depuis la France, mais on n'est pas en reste en tant que Français de ce qu'on a fait en Libye ou ailleurs. La guerre, c'est la guerre, et malheureusement, c'est pas Israël qui l'a déclenchée. Au départ, Emmanuel Macron a essayé de défendre la possibilité d'Israël de se défendre, et puis son discours a varié au fur et à mesure sans arrêt. Il a commencé à mettre les Juifs en danger en France en refusant de participer à la marche contre l'antisémitisme. Ça, c'est réel, où il avait dit que son rôle, c'était de prendre des décisions et non pas de manifester, sinon il devrait manifester toutes les semaines. Il y en a eu une grosse manifestation contre l'antisémitisme. Il n'est pas venu. C'était pas toutes les semaines. Ça a blessé la communauté juive. Mais c'est plus que blessé. Oui. Il a dit que son rôle était de prendre des décisions. Quelles décisions contre l'antisémitisme ont été prises en France depuis? Aurore Berger avait proposé une grande campagne de communication contre l'antisémitisme. Ça a fait flop. Il y a eu toute une assise pour sortir de cette campagne de communication qui n'a pas eu lieu. Il n'y a pas plus de moyens financiers ou juridiques auprès de la DICRA, auprès des mairies, auprès des services de sécurité, auprès de la justice, sur les réseaux sociaux. Il y a des tonnes de choses à faire pour lutter contre l'antisémitisme. Et nous, en tant qu'élus, nous avons prêté serment de défendre les valeurs de la République. Et M. Macron ne le fait pas. Qu'est-ce que vous auriez attendu, clairement, Aurélie Assouline, comme acte concret? Parce qu'évidemment, je le disais en préambule, l'Élysée se défend farouchement, affirme que la République protège et protégera toujours les Juifs. Elle parle, l'Élysée, de propos abjects, qui ne resteront pas sans réponse. Vous auriez attendu quoi comme action concrète? Mais déjà, ce n'est pas vrai. La République aujourd'hui, en l'état, ne défend pas suffisamment les Juifs, évidemment. Il y a les militaires et l'armée devant les écoles, devant les synagogues. Ce n'est pas suffisant. Le débat national doit être lancé. Les moyens juridiques et financiers doivent être lancés. Ça fait longtemps qu'on en parle. La DILCRA n'a pas plus de moyens depuis 2 ans. Pourtant, on savait dès le 7 octobre que ça allait augmenter. Ça aurait augmenté avec ou sans les réactions d'Emmanuel Macron. Mais ça a explosé. On est sur une moyenne de près de 1700 actes antisémites déclarés. Je ne vous parle pas des actes qui sont signalés, sur lesquels les gens ne vont pas déposer plainte, ou les petits pics qu'on reçoit à droite à gauche. 1570 actes antisémites en 2024. Les Français juifs sont de... Ben oui, les Français juifs sont de moins en moins à l'aise, se cachent de plus en plus.
pense de plus en plus, pour une grande majorité, à quitter le pays. Et avec une grande nostalgie. C'est terrible, en fait, ce qui est en train de se passer, et qu'on ne le réalise pas, et qu'on finalement, parce que c'est ce que fait Monsieur Macron, il fait du futur État de la Palestine le 7 octobre une journée nationale. Une journée nationale de fête. C'est grâce au 7 octobre, donc on récompense le terrorisme, on dit que prenez des otages, faites des guerres longues, faites peur aux gens, on va vous donner ce que vous voulez. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et je pense que s'il avait été beaucoup plus, qu'il avait tapé beaucoup plus fort sur la table du poing dès le départ, on aurait récupéré les 4 otages français vivants. On n'en a récupéré qu'un seul vivant. Merci Aurélie Assouline, en tout cas, de nous avoir exprimé votre opinion sur Europe 1. Frédéric Dabi, on en parle souvent sur cette antenne, le malaise de la communauté juive en France. Ces accusations effectivement de Benyamin Netanyahou, qui s'en prend aussi à l'Australie, il n'y a pas que la France. Emmanuel Macron n'apprécie pas, on peut le comprendre, mais dans le même temps, quel est le regard justement que les Français portent sur l'action du chef de l'État en matière d'antisémitisme ? C'est difficile de répondre à chaud. Il n'y a pas eu de sondage depuis ces déclarations, mais j'ai en tête un grand observatoire qu'on a fait pour HJC, la Fondation pour l'innovation politique sur l'antisémitisme, qui s'appelle la radiographie, qui a été présentée d'ailleurs sur cette antenne, où quand même on a une prise de conscience forte de l'opinion publique française. Pour 3/4 des Français, 76%, l'antisémitisme, ça concerne la société dans son ensemble. Et non pas, c'est pas une affaire qui concerne que les Français de confession ou de culture juive. Il y a aussi une prise de conscience très forte à 76% que l'antisémitisme est répandu. Ça date de 2024, c'était après le 7 octobre, et même qu'il est en augmentation. Et moi, ce qui me frappe à travers toutes les enquêtes, notamment pour le CRIF, notamment pour d'autres médias ou d'autres commanditaires que l'IFOP a fait depuis le 7 octobre, c'est une certaine, je dirais, continuité de l'opinion publique qui n'a pas bougé d'un iota sur tout un sujet. Le Hamas est un groupe terroriste qu'il faut éradiquer. Il n'y a que 10% des Français qui considèrent que c'est un groupe de résistance. Et même heureux quand même. Même chez les jeunes, même chez les sympathisants et les filles, ils sont une minorité à penser ça. Il y a eu en France un traumatisme 7 octobre, pas seulement chez les Français de confession de culture juive, parce que le 7 octobre, ça a réactivé le traumatisme qu'on va malheureusement commémorer dans quelques semaines du Bataclan, des attentats du 13 novembre, ce qui s'est passé, la fusillade dans la rave party, c'était un Bataclan à ciel ouvert pour les Français. Et quand on interroge les Français sur ce qui se passe à Gaza, bien sûr, ils sont horrifiés et émus par les morts civiles, mais ils considèrent que le Hamas et Israël portent une co-responsabilité sur ce qui se passe. Donc, on a une opinion publique qui est, dans les sondages, très différente de l'hystérie des réseaux sociaux. Et sur l'État palestinien, c'était une enquête. Parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui dans cette lettre. C'est bien l'intention de reconnaître l'État de Palestine dès septembre qui est visé par le On a une opinion française qui est assez équilibrée, qui est pour une nette majorité favorable à une reconnaissance, mais il y a un mais, il n'y a que 22% des Français qui se déclarent, statut de l'enquête IFOP pour le CRIF du mois de juin, favorables à une reconnaissance immédiate et sans condition, 22%, et 47% à une reconnaissance qui était la première prise de position d'Emmanuel Macron, une reconnaissance assortie de conditions. 1, démilitarisation totale du Hamas, et 2, surtout, libération des otages. La question des otages vous venez de parler de la question centrale, Frédéric Dabi, parce que, alors, je parle sous votre contrôle, je ne connais pas les sondages précis, mais certainement, et y compris dans la communauté juive, on est favorable à cet État palestinien. Ce n'est pas le sujet. Certainement que c'est le timing qui interroge, et d'une certaine manière, ça légitime le Hamas. C'est une question de timing. Est-ce qu'il faut le faire maintenant, quand il y a des otages encore à Gaza? C'est une question de cohérence entre la première prise de position d'Emmanuel Macron, où il était sur une logique de reconnaissance, certes, mais assortie de conditions, qui est le point de vue majoritaire chez les Français, 22%, je répète, reconnaissance immédiate, 47% reconnaissance avec des conditions à respecter, et 31% non reconnaissance, parce qu'il y a encore des otages, on le rappelle. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que de reconnaître un État dans ces conditions. En Iran, des otages, un otage qui reste, je crois, à Gaza. On est sur une opinion publique qui est quand même très cohérente depuis le 7 octobre et qui considère, je le répète, et que
c'est la France insoumise qui est responsable de la montée d'antisémitisme en France et pas Emmanuel Macron. Alors, beaucoup de personnes réagissent au standard, beaucoup d'auditeurs. Nous sommes avec Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour, vous nous appelez de Charente, c'est bien ça ? Oui, effectivement. Oui. Vous souhaitiez réagir à cette lettre du Premier ministre israélien à l'endroit d'Emmanuel Macron qui a été piqué au vif, qui réagit et parle de propos abjects de Benyamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Écoutez, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit dans les minutes qui précèdent, à savoir la reconnaissance nécessaire d'un État palestinien et voilà. Mais simplement, au niveau du timing, ça me semble pas le moment le plus opportun. Et d'une part, et d'autre part, je pense qu'il faudrait aussi aller à la genèse de cette détestation des musulmans face aux juifs. J'ai eu dans ma vie l'occasion de lire les 3 livres de référence, à savoir la Bible, à savoir la Torah et à savoir une exégèse du Coran. Parce qu'on ne peut pas lire le Coran. On rappelle que le premier précepte du Coran, c'est qu'il ne peut pas être traduit et que donc, à défaut de maîtriser parfaitement l'arabe littéraire, on ne peut pas lire le Coran. Mais je n'ai lu qu'une exégèse. Mais dans les Écritures déjà, il y a l'origine du mal. L'origine du mal par la détestation de l'autre qui est dans les Écritures. J'ai d'ailleurs interpellé une députée à ce sujet en lui demandant d'interpeller les responsables des cultes sur des points précis du culte musulman, du culte juif également, parce qu'il y a des points dans la Torah qui sont extrêmement troublants. Et cette députée n'a trouvé d'autre réponse que de me dire qu'elle ne s'en sentait pas le courage. Ce à quoi je lui avais répondu, je ne vous demande pas d'avoir le courage, je vous demande de le faire, faute de quoi je vous demande de démissionner de votre fonction, ce que bien entendu elle n'a pas fait. Mais l'un des problèmes aussi... Quand elle vous a dit, alors vous pouvez peut-être nous dévoiler le nom de cette députée, je ne sais pas, peut-être pas, mais quand elle vous dit « je n'en ai pas le courage », c'est-à-dire, elle s'est expliquée ? Non, pas du tout. Non. Elle me dit que c'est un sujet qui est trop complexe. D'interpeller les responsables du culte musulman sur un point particulier de la taqiyya, qui est une spécificité du Coran, d'interpeller les responsables du culte musulman sur des traitements faits à l'apostat, mais d'interpeller également les responsables du culte juif sur le traitement qui est fait également à l'apostat. Elle me dit tout simplement qu'elle ne s'en sentait pas le courage et que donc on passait à autre chose. Bien évidemment, c'est vrai qu'il n'y a pas un seul représentant du culte musulman. C'est peut-être aussi l'objet de beaucoup de débats en France, de ne pas pouvoir s'adresser à un seul interlocuteur. Il y a plusieurs obédiences, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est vrai que c'est intéressant, Frédéric Dabi. Ce sont des sujets, effectivement, on le comprend avec nos auditeurs, toujours assez sensibles et inflammables, dont les responsables politiques ont parfois un petit peu de crainte à s'emparer. Oui, même si beaucoup s'en emparent. Tout ce qui a été dit renvoie aussi à la question de la laïcité, où les Français ont l'impression que c'est un élément fondamental du pacte républicain, qu'elle est menacée. Et de ce point de vue-là, on a un clivage générationnel très fort entre une majorité très forte de Français qui considèrent que c'est d'abord séparer le politique du religieux, et notamment par rapport à des jeunes qui considèrent que la laïcité est parfois vue comme une menace pour les Français de confession musulmane. Merci Frédéric Dabi. On en parle encore quelques instants juste avec un ou deux auditeurs, et puis on parlera aussi à nouveau de cette mort en direct. C'est une affaire très choquante dont on vous parlait dès hier matin, la mort du streamer Jean Pormanov, pardonnez-moi pour d'avoir écorché son nom, et surtout on s'interrogera sur le rôle de l'Arcom et l'impuissance de cette autorité à réguler les réseaux sociaux. Restez avec nous. 01 80 20 39 20